Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Regard. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis dans les locaux de la mission locale de Montpellier. Et aujourd'hui, nous recevons Pamela, artiste peintre spécialisée dans l'abstrait. Action! Alors comme ça, Pamela, tu es une artiste peintre qui est spécialisée dans l'abstrait géométrique, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est l'abstrait géométrie? Euh, L'abstrait géométrie, c'est l'art qui vient être créé, être construite par les formes géométriques, comme le nom est dit, de façon abstraite, mais qui finalement, c'est pas si abstrait parce qu'on peut reconnaître quand même les formes. Du coup, c'est une abstraction, mais qu'on reconnaît quand même quelque chose. Qui c'est un peu avant, du coup, l'abstraction totale qui là, c'est des tâches de peinture ou de façon de construire la peinture qui on reconnaît rien, en fait. Rien de ce qu'on connaît dans le quotidien, par exemple. Et ça, en fait, ça vient beaucoup de mon expérience et de mon premier métier, l'architecture. Et c'est aussi une façon que j'ai appris à voir et à comprendre le monde. C'est à travers les formes géométriques et comment, avec ces formes, on construit quelque chose qui après, bon, dans l'architecture, ça devient vraiment réel, dans le monde où on peut rentrer, où on peut utiliser, mais qui dans l'art, j'ai eu besoin de ça pour m'approprier et faire d'autres choses, qui est quelque chose que peut utiliser, mais qui c'est quand même utile. D'accord. Donc c'est ta perception du monde qui est un petit peu différente de la nôtre. Oui, mais ça peut être plus proche d'autres personnes qui ont aussi cette vision construite du monde, comme aussi les architectes, les artistes, les ingénieurs qui peuvent aussi reconnaître les formes géométriques comme une façon de faire construire des choses ensemble, ou de s'encastrer, de se découper. En fait, il y a plusieurs manières aussi de s'approprier les formes géométriques et de faire quelque chose avec ça. Et ce premier métier te vient du coup de tes études dans l'urbanisme et dans l'architecture que tu as fait à Brasilia. Oui, exactement. Et ensuite, tu as suivi avec un master à Montpellier. Oui, c'est ça. J'ai vécu dans une ville qui était aussi très géométrique parce que Brasilia, c'était une ville qui a été construite et planifiée dans les années 50. D'accord. Et elle était inaugurée en 1960. Et elle était toute imaginée par les architectes et les urbanistes. Du coup, tout dans la ville, a été pensé. Chaque carré, chaque bâtiment, tout a été imaginé dans ces courants du modernisme brésilien, qui était très fortement influencé par Le Corbusier, qui c'était un architecte franco-suisse, qui aussi imaginait ces mondes, cette nouvelle phase de l'architecture où les choses elles étaient plus fonctionnelles que juste de la beauté, par exemple. Et en fait, quand je suis arrivée en France, c'était aussi une super découverte pour moi de pouvoir voir d'où je viens autrement, de pouvoir avoir un regard extérieur de ma ville, de mon histoire, ah ok, bah ici c'est pas comme ça, ici la ville elle est dense, ici il y a du bruit tout le temps parce que la ville c'est une ville médiévale, moi je viens d'une ville qui a 60 ans. Du coup c'est une autre façon d'expérimenter le monde et c'était super pour moi. Mais quand même, entre-temps, j'ai eu besoin de faire le retour et rester un peu plus de temps au Brésil, à Brasilia, et me ressourcer aussi des références plus modernistes, on va dire. Et c'est une manière, je dirais, un peu plus moderne de voir le monde, vu que c'est un pays quand même plus jeune que la France. Oui, bien sûr. Et par exemple, l'architecture de Montpellier, tu la trouves comment? L'architecture contemporaine ou l'architecture historique? Les deux. Les deux. Moi, le centre-ville, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement parce que il y a ces côtés historiques qui au Brésil, on a beaucoup moins. Et du coup, c'est rapidement, ça m'a fait un câlin quand je suis arrivée. C'était quelque chose on s'assoit dans les petits cafés qui y a dans les petits coins, qui était tout imaginé et qui, en fait, au fil de temps, on commence à aller vers les quartiers plus modernes comme Antigone et Port-Marianne.
on perd un peu ses charmes. Parce que là, comme le modernisme, il est plus dans l'idée du fonctionnel et de l'économie, et dans le contemporain, qui a beaucoup moins ces trucs humains. En fait, c'est comme partout, c'est pas qu'à Montpellier, je dirais que c'est un courant français, européen, presque mondial. Au Brésil, c'est aussi un peu comme ça, les nouvelles villes, les nouveaux quartiers, qui c'est plus stérile, on va dire. Je sais que les architectes, ils essayent de faire différemment, mais après la vision du monde est c'est pas différente. tout à fait, oui, mais c'est pas juste une pensée architecturale, c'est une pensée du marché, c'est une pensée de la politique, voilà. Mais il y a quelque chose de très positif, c'est la nature qui vient plus fortement en ville. Les politiciens, les architectes, urbanistes, ils font plus attention à avoir plus d'espaces verts, à avoir plus de nature, de façon de la laisser pousser plus librement, pour qu'on puisse être un peu plus proche quand même de ces mondes plus nous, quoi. On est la nature aussi et on a oublié qu'on fait partie de la nature. Et en fait, je pense que là, on s'est souvient doucement et on s'est dit non, en fait, il faut qu'il ça se rapproche de nous, parce qu'on a tellement poussé ça loin de nous, comme c'est ok, nous on est ici, on a la ville et la nature, elle est là loin, là-haut. Finalement, on a grandi, on a commencé à pousser et finalement on a perdu. Ouais. Bon, on a perdu parce que c'était un choix aussi. Et là, je pense qu'on fait un peu en arrière. En 2021, tu t'es lancé sur des études en ligne, c'est ça? Exactement. C'était basé sur quoi? Le cours, c'était un cours d'une école d'art visuel à Rio de Janeiro, au Brésil. Et pendant le Covid, ils ont proposé tous les cours en ligne parce que c'était pas possible de fréquenter l'école, qui est dans un super palais au milieu de la forêt atlantique. Et et pendant 6 mois, j'ai suivi ces cours qui étaient basés sur les études des couleurs et des formes. Et du coup, il y avait toute une autre théorie des couleurs qui était développée par un artiste brésilien. Et aussi les études de composition qui étaient aussi basées sur les études de Paul Klee et Kandinsky. Et pendant 1 an, c'était mon moment de pouvoir me revenir en fait dans le monde de l'art. Parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé en tant qu'architecte dans une agence d'architecture et urbanisme. Et c'était aussi le moment où je pense qu'il a le feu de la bougie de l'artiste et c'est revenu. Parce que c'était un peu éteint pendant quelques années et c'était le moment où je me dis non, mais en fait, c'est ça que je suis. Du coup, j'ai une question parce qu'on parle d'architecture, de cours. Mais à quel moment la peinture a décidé de rentrer dans ta vie et d'y poser les pieds de façon certaine? Je dirais que depuis toujours. Depuis toujours? Depuis que j'étais enfant, la peinture, elle était déjà là. J'ai des images, des photos de moi avec 12 ans en train de faire la peinture à l'huile dans les paysages de chez moi, comme Monet un peu. Et en fait, c'est juste que quand on devient adulte, et quand on dit « Ah, maman, je veux faire de l'art et je veux être artiste », il y a tout le monde qui dit « Mais en fait, non, tu vas faire quelque chose qui te donne de l'argent. » Et c'était à ce moment-là voilà, ok, à part l'art, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, bah, l'architecture, parce que ça unifie les deux et tout, bah, c'est l'histoire de tout le monde. Il y a beaucoup d'architectes, artistes qui, en fait, sont artistes, mais qui sont allés vers l'architecture exactement pour la même raison. Et en fait, je pense que la peinture, elle était juste endormie. Et en fait, c'était mon côté artiste qui était juste endormi pendant longtemps. Et à l'architecture, je m'ai dédié énormément pendant des années. J'ai investi beaucoup de mon temps, de mon argent, de ma curiosité pour faire les études et ces recherches par rapport à surtout l'urbanisme. C'était là où j'étais beaucoup plus intéressée parce que aussi il y avait toute cette question de comment nous, les humains, on vit les villes, on vit les espaces. Aussi par rapport aux villes brésiliennes et aussi comme ma ville que j'ai déjà raconté un peu qu'elle est un peu particulière, elle est différente. Et mais voilà, du coup c'était un peu ça. Et c'était pendant le Covid que j'ai eu le temps. Il n'y avait pas le monde entier qui était là, mais en fait il faut faire ça, il faut faire ça. Tu avais la paix.
que j'ai pu, oui, reprendre un peu mes peintures. Mais depuis, on va dire depuis 2021, que j'ai compris que c'était plus fort que moi de ne pas assumer moi en tant qu'artiste dans la société, dans le monde. De me dire, en fait, je suis artiste. Je suis architecte, mais d'abord, je suis artiste. Ma manière de voir le monde, ma manière de m'appréhender du monde, c'est plus artistique qu'architectural, même si l'architecture, elle est complètement dans cet langage que j'ai inventé pour moi-même. Et que les couleurs aussi, elles font énormément partie de cette recherche. Parce que ça parle beaucoup de là où je viens. Le Brésil, c'est un pays coloré, contrasté, dans tous les sens. Il y a le soleil qui est là presque toute l'année. Du coup, c'est un soleil presque à 90 degrés. Du coup, les sombres sont nettes, les couleurs sont fortes, les couleurs sont nettes aussi. Et ça aussi reflète comment on est en tant que société, une société qui est contrastée, qui a beaucoup de différences de tout. La peinture, la couleur sur ma peinture, elle parle beaucoup d'où je viens. À ce que j'ai pu remarquer, tu fais aussi de la sculpture qui part avec une base de tes peintures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Cette série de sculptures, que j'appelle aussi peinture active, ça a commencé au milieu d'un voyage que j'ai fait en Amérique du Sud. Entre 2022 et 2024, j'ai fait un voyage de 2 ans et demi entre le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Bolivie. Et du coup, c'était le moment aussi où j'avais un atelier itinérant. Et comme j'étais toujours avec la peinture, pendant le voyage, je faisais tout le temps de la peinture. Mais un moment, après 1 an de voyage, on était en Argentine, et c'était l'hiver, et c'était des paysages hyper secs. L'Argentine, elle est très sec. Bon, il y a des petits endroits qui c'est pas trop sec, mais la plupart de l'Argentine, c'est vraiment la pampa. C'est pour ça que ça s'appelle pampa, c'est parce qu'il n'y a rien. Et ça, pour moi, c'est très différent. C'était très étrange de me relationner avec ces paysages. Parce que aussi, beaucoup de mon travail, ça vient de la perception du paysage, tout mon historique avec l'urbanisme, etc. J'ai développé un regard très sensible par rapport à ça et comment ça parle de nous aussi. Et à un moment, quand je me trouvais dans ces endroits, et c'était différent, et ça m'a renforcé le sentiment d'être étrangère, qui j'avais déjà ces sentiments en tant qu'étrangère en France. Et maintenant, à nouveau, j'étais étrangère aussi, mais au Brésil aussi, pendant le voyage, parce que chaque jour, on était dans un village, une ville différente. J'étais un peu l'étrangère pour ça, pour ces paysages. Et le paysage, ça rentre la culture, la langue, les gens, c'est que les gens ils mangent, la nourriture, tout. Et quand on était en Argentine, j'ai commencé à rentrer dans une petite crise avec la peinture. Et là, je dis, non, mais je sais plus peindre, je sais pas quoi faire, j'ai plus de créativité. Et en fait, ça m'arrivait un jour comme ça, et je me suis dit, non, mais en fait, il faut que la peinture, elle sorte du cadre du papier ou de la toile. Il faut que ça devienne quelque chose qui occupe occupe une place dans l'espace. Et là, j'ai commencé avec du carton gris, c'est quelque chose qu'on achète dans les papeteries et que c'est pas cher, et que ça occupe pas de place aussi, parce que il faut se rappeler que j'étais dans un petit combi Volkswagen, c'était tout serré. Et du coup, j'ai découpé avec les formes géométriques que j'utilise déjà un peu. Et là, j'ai eu les photos, et je les photographié dans les paysages où on était. Et là, j'ai suspendu du coup le mobile, on va dire, parce que ça bouge comme ça. Il y a cette idée de que l'objet il fasse l'ombre et qu'il reçoit l'ombre aussi, et avec la luminosité qui touche, ça va changer un peu la couleur, mais qui fait partie de ça. Il n'est pas juste quelque chose de passif comme la peinture peut être, d'être sur un mur et que les gens y regardent et qui voilà. Il s'inscrit dans ce que tu observes. Il s'inscrit vraiment dans l'espace. Il a un corps qui occupe la place d'un espace. Et c'est un peu une métaphore par rapport à un étranger, c'est quelqu'un qui occupe un espace, un lieu
Il occupe la place et il fait quelque chose, il te donne et tu reçois. C'est pas juste, il prend tout et c'est fini. Non, c'est un échange, c'est ça. Et du coup, les objets, les peintures actives, c'est pour ça que, pour moi, ça reste un peu encore dans la catégorie des peintures parce que c'est tout l'aspect pictural, c'est encore dans ça, pour moi. L'étude des couleurs, de comment j'ai choisi une couleur qui va avec l'autre, mais elles sont quand même des objets qui bougent, voilà, tout ça. Parce que si je me trompe pas, c'est l'œuvre que tu nous as ramenée qui est en haut, qui a voyagé du coup, qui a été à ce voyage pendant que tu as fait le tour un petit peu, non? Exactement, les deux. Les deux. Les deux, j'ai fait en Argentine. D'accord, parce que j'avais reconnu celle du haut pendant mes recherches. Oui. Et c'est pour ça que ça m'avait, en même temps, ça m'avait marqué avec le combi. Donc du coup, je suppose que ça a été un petit peu ton meilleur ami lors de ce voyage. La peinture. Le combi. Ah oui, mais le combi, il était carrément ma maison. C'est ta maison? C'est mon ton chouchou. Atelier, ta maison, c'est ton tout. C'était tout, parce que tout on faisait dans ces combis. Tout le voyage, en fait, on avait vécu. Moi, j'étais avec mon compagnon. On a vécu basiquement 2 ans dans ces combis. On n'a jamais pris des hôtels ou quel que ce soit. Il neigeait, il pleuvait, il faisait bon, il faisait hyper chaud. C'était chez nous, en fait. Et tout, je faisais là-dedans, c'était la maison, l'atelier, voilà. Et du coup, oui, ces 2 peintures, j'ai réalisé pendant le voyage. On était en Argentine à ces moments-là. Et la première, je dirais que c'est déjà un peu la dérivation des constructions, un peu des objets, parce que j'ai gardé un fond qui est pas un fond neutre, là c'est une toile, c'est un tissu, un coton cru. Et j'ai gardé cet aspect naturel du tissu parce que je voulais aussi quelque chose cru, qui on voit la matérialité pour des vrais. Et là, on voit déjà quelque chose qui peut être mobile. J'ai pas fait celui-là un objet, mais pourquoi pas un moment, tout peut se passer. Mais et aussi, c'était aussi pour faire les photos, les images de ces tableaux qui occupent la place. Et du coup, c'est presque, à la fin, c'est presque une performance installation où je viens avec la toile. Et là, il y a les cactus du désert, il y a la route, il y a la neige, n'importe. C'était là où on était. Et c'était là où on était, c'était en fait le scénario pour exposer le travail qui était en train d'être fait, lié au paysage qui on était dans le moment. Surtout que c'était un terrain sec et aride un peu, non? C'était super sec et aride, oui. Super sec, ouais. Oui. Et ça a été comment, je veux dire, le passage, parce que voilà, tu nous expliques que c'était pas du tout le même climat, vous avez pas pris d'hôtel. Ça a été comment un petit peu comment je vais te dire, ce côté un petit peu baroudeur? Ouais, ça a demandé un peu d'adaptation. On a dû, quand c'était l'hiver, il faisait froid, et on a dû acheter un chauffage diesel pour adapter dans le combi pour qu'on puisse vivre dedans. Et du coup, et aussi par rapport à l'eau, il fallait être hyper économique en l'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau partout. L'eau, elle n'est pas moins abondante qu'au Brésil, par exemple. Du coup, ça a demandé beaucoup d'adaptation, mais c'était intéressant aussi que j'avais une sensation tout le temps des super bizarres, étranges, de voir ces paysages hyper arides. Je me reconnaissais pas en fait. Et pendant tous ces voyages au nord de l'Argentine, on a commencé à remonter un peu vers le désert de Atacama. Et c'était le moment aussi où je me suis dit non, mais en fait, c'est très bizarre, il faut qu'il pleuve ici, il faut que ça devienne un peu plus vert. Bon, l'envie, c'était presque ça parce que tout était sec tout le temps, la main, le cheveu, tout. Et du coup, j'ai créé une œuvre qui s'appelle La pluie. Et en fait, j'ai donné les 3 noms, le nom La pluie, mais en 3 langues, la chuva, la lluvia et la pluie. C'est les 3 langues que j'étais en train de vivre au même temps. Ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien, l'espagnol, le castellano, et le français. Et c'était les 3 langues. Et là, j'ai dit non, mais c'est la pluie, du coup. Et j'ai créé avec des petits carreaux en bleu. Et du coup, j'ai rentré dans les espaces qui étaient arides avec la pluie. Et c'était presque une façon poétique de, OK, on va ramener la pluie
dans ces endroits hyper secs, c'est presque une façon d'apaiser l'envie, nos désirs de la pluie qui pleuvent un peu sur ces endroits. J'ai pu constater aussi que tu avais des mains un petit peu en or parce que tu faisais aussi de la poterie. Ouais, j'ai fait un peu, mais ça fait longtemps. Là, j'ai des projets aussi pour faire là, bientôt. J'ai reprendre un peu la poterie, mais en faisant aussi pas plus que des objets utilitaires, de tasses, des trucs comme ça, mais aussi pour faire, par exemple, un projet que j'ai, c'est de faire cette œuvre La pluie en céramique. Et du D'accord. coup, ça va être fait d'ici la fin de l'année. J'ai vu que tu partages un petit peu tes œuvres, tes aventures, tu les as partagées sur les réseaux sociaux. Tu les as partagées dans quel sens? Un petit peu pour montrer ce que tu as fait ou plus un sentiment de nourrir un petit peu la curiosité des gens et peut-être l'ambition de peut-être faire comme toi? Par rapport à mon travail artistique ou au voyage, Mhm. oui. Je pense que c'est pour partager un peu de ce que j'ai fait, pour envoyer un peu au monde. Je pense que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de pouvoir partager ce qu'on fait, notre façon de voir la société, ce qui est autour de nous. Mais aussi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas l'unique endroit où ça peut se faire. Mhm. C'est le tête-à-tête, c'est de rencontrer d'autres artistes, d'autres personnes, d'autres voilà. Et je pense que les réseaux sociaux, ça reste un outil d'échange. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on fait entre autres de ça. Parfois, c'est positif, parfois, c'est pas du tout positif. Je trouve quand même que ça peut créer beaucoup de choses pas très intéressantes, de la compétition, de la comparaison et aussi le fear of missing out. Mhm. Tu vois, de sentir qu'on est en retard par rapport à tout, parce qu'en fait, sur les réseaux, tout le monde partage tout de beau et de mieux, et que ça peut être un peu dangereux quand même. Mais pour moi, ça reste un espace de partage par rapport à mon travail. Mais du coup, je suis allée un peu au-delà et j'ai créé d'autres plateformes, d'autres possibilités d'échanger avec les gens, plus profondément. Et par exemple, pour tes œuvres, est-ce que, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as une moyenne de création ou est-ce elles prennent un temps différent? Est-ce que ça vient en fonction de ce que tu ressens et du coup, tu peux en avoir une qui va être faite, on va dire, peut-être en 2 mois ou une qui va être faite en 2 années? Quelle est un petit peu la moyenne de tes créations? C'est très variable. Très variable? Oui, ça dépend. Ça dépend si le moment je suis très nourrie par exemple, le paysage différent, les paysages qui sont pas du tout habituels pour moi, c'est une source on va dire, d'inspiration, mais c'est pas forcément inspiration, mais c'est une source de créativité pour moi énorme, comme c'était tout le voyage. Mais après, parfois je suis mal et aussi c'est une source de travail. Parfois je suis bien, mais il n'y a pas une règle. Ça dépend. Ça dépend mais c'est très lié quand même à la nature, au Mmh. cycle naturel. L'hiver, ça me fait un truc. L'été, ça fait autre chose. L'été brésilien, c'est un truc. L'été français, c'est autre chose. Du coup, il y a Très pas, variable. il y a pas une règle. Parfois, ça m'arrive une idée, il faut que je la fasse tout de suite. Mais à chaque fois qu'on commence son travail aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent entre l'idée et l'exécution. Mmh. Du coup, parfois, j'ai une idée et elle est super. J'ai travaillé beaucoup avec les croquis, les croquis sur le carnet. J'ai beaucoup de carnets. Du coup, j'écris, j'ai fait plein de petits dessins par rapport aux idées que j'ai dans ma tête. Mais une fois que tu commences à faire ça, là, c'est comme si la peinture, elle prenait sa propre vie. Mmh. Et en fait, c'est elle qui guide. C'est elle qui dit, ah, bah, du coup, la couleur, elle est pas bien. Non, ça marche pas. Ça peut être aussi pour moi un truc, une source d'angoisse. Mmh. Que je suis là, j'ai pas résolu cette peinture et j'arrête. Ça reste en train de travailler quand même au fond de ma tête pendant que j'ai fait d'autres choses et parfois je reviens et je continue et ça marche.
Et parfois, ça marche pas du tout et j'oublie, je les laisse à côté et 2, 3 mois, 1 an après, je les prends. Et voilà, du coup, ça peut marcher, mais c'est variable, il n'y a pas une moyenne. Chacun son temps, comme on dit. Exactement. Et chaque œuvre, son temps. À l'image de ce que tu nous as amené aujourd'hui, j'ai appris que tu as fait des expos au Brésil, à Paris et même ici à Montpellier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces expos? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a donné envie de les faire? Je pense que c'est le chemin naturel de l'artiste. C'est aussi apprendre à envoyer au monde son travail. Je l'ai fait. Pendant longtemps, j'étais attachée. Et c'est tellement moi-même que j'avais peur un moment de montrer, de partager. Mais finalement, non, c'est ça. Il faut que ça parte. Une fois qu'il s'est fait, il faut laisser partir. Et les expositions, pour moi, c'est là où tu vas faire la connexion avec l'autre, en fait. C'est là où la plupart de ces expositions, j'étais aussi en personne. Du coup, c'est un plaisir énorme pour moi quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, mais je me connecte énormément avec ton travail ». Et du coup, c'est le moment où je peux aussi partager mon expérience derrière le travail. Et la personne dit « Je comprends ». Même si on sait que rien c'est 100% compréhensible parce que chacun c'est chacun. Mais c'est ces moments-là, je trouve que ça vaut le coup. Du travail artistique, c'est là pour moi un des moments qui c'est du plaisir pour moi, de pouvoir me connecter avec l'autre. C'est ok, je suis pas toute seule. C'est quelque chose que j'ai fait, il y a des gens qui vont voir et disent bon, ça me fait rien, ok, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui va se connecter à toi ou toi tu vas pas te connecter avec tout le monde. Mais quand ça existe cette connexion, et parfois c'est une personne que tu connais pas, que tu n'as jamais vue dans ta vie, et ça arrive, c'est la T'as tout gagné. J'ai tout gagné. Et là, parce que là tu nous as un petit peu parlé un petit peu de tout, c'est quoi tes prochains, on va dire, peut-être pas projets, mais aujourd'hui, enfin, tu nous as parlé d'architecture, de poterie, de peinture. Est-ce qu'il y a un domaine qui comment on dit, te cligne de l'œil, te donne envie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de tester? Non? La peinture. Toujours la peinture? Toujours la peinture. Mais quel domaine de la peinture que tu n'as pas encore eu l'occasion d'essayer ou? Tout. Non, mais la peinture à la grande échelle. J'aimerais bien, là je suis en train de commencer à faire ça, d'augmenter vraiment l'échelle, de tester plus d'utiliser, d'expérimenter plus la peinture au huile, d'agrandir aussi les objets, les peintures actives, de faire à une échelle plus large pour occuper plus d'espace. Voilà, mais en gros, c'est augmenter l'échelle de mon travail et de continuer à tester, expérimenter. Tu n'auras jamais de fin dans ton travail. Ah non, mais c'est sans fin. C'est impossible. C'est impossible, je pense. Le travail quand il y a la créativité, c'est éternel. Et parfois, j'ai l'angoisse je vais mourir un jour sans pouvoir tester toutes mes idées. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont cette type d'angoisse. Et pourtant, tu en as fait des choses. Ouais, mais... Mais tu auras toujours cette peur au fond de toi qui te dira... Ouais, c'est pas une peur constante, mais c'est juste parfois je me rends compte et parfois je dis, mais en fait, non, il y a des limites. On va faire les choses dans les limites qu'on a pour faire. Parce que sinon aussi, la manque de bordure, de limites, on va dire que ça va faire nous perdre. Alors Pamela, je te remercie d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions. Mais avant de terminer, tu vas participer à notre concept qui s'appelle la question secrète. Donc la question secrète, tu vas avoir l'audace, comme on dit, de piocher dans une des questions qui a été écrite en amont. D'accord. Donc tu vas y répondre. C'est moi qui... Et après, tu peux la lire et y répondre. Et après, ça sera à ton tour, avec un morceau de papier, un stylo que je vais te donner, ça sera à toi d'écrire une question qui sera potentiellement tirée au hasard pour une future ou un futur candidat à l'avenir. D'accord.
Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir un terrain, un grand terrain au Brésil, dans une région qui s'appelle Minas Gerais, c'est un État, et de reforester cette ferme. C'est un État où une partie de ma famille vient de cet État. C'est un endroit à qui je m'attache fortement, mais qui était énormément déforesté dans l'époque de la colonisation. Voilà. Et en fait, comme Sébastien Salgado, le photographe, il a fait ça. Il vient de cette région. Il avait acheté la ferme. En fait, c'était la ferme de son grand-père, de son père, je sais plus. Et lui, avec sa femme, ils ont reforesté. Ils ont créé même comment on dit, un institut. Ils ont reforesté une partie de cette ferme. Et du coup, l'eau, elle est revenue, les sources d'eau, les animaux, les oiseaux, et voilà. Et je pense qu'une grande trace que j'aimerais bien laisser dans la planète, après mon travail artistique, c'est ça. Mais c'est un projet futur, à long terme. Ben, c'est un beau rêve. Hein. C'est un beau rêve. Et je te le souhaite. Hein. Enfin, Merci. Toute l'équipe te le souhaite. Merci. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, je te tends ce petit morceau de papier et ce stylo. Et à toi d'écrire la question pour le ou la future candidate. Je remercie tout d'abord Pamela de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Mais je remercie également la mission locale de Montpellier pour nous avoir accordé de tourner dans ces lieux. Donc je rappelle que la mission locale est une structure qui permet d'aider des jeunes personnes de 16 à 25 ans afin de trouver un suivi régulier, que ce soit professionnel, dans le quotidien, dans l'art et dans d'autres accompagnements. Merci à eux. Nous remercions également les viewers de nous donner de la force. Nous rappelons que cette émission est présentée par l'association Mon Cinéma de Poche qui a pour but de présenter les artistes avec leur passion et leurs arts. Si vous voulez nous aider, vous avez les liens pour acheter nos t-shirts ou pour faire un don pour nous aider d'une autre manière. Sur ce, je vous invite pour le prochain rendez-vous.